think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fenêtre sur Diorama. Vous m'excuserez tout d'abord si la voix part un peu en vrille durant l'émission, c'est juste que je suis un peu malade. Mais bon, je pouvais pas vous abandonner et j'ai décidé de quand même faire l'émission malgré mon état déplorable. Trêve de plaisanterie, les rubriques habituelles de l'émission seront bien présentes avec le diorameur du mois, un point convention, le diorama du mois, l'astuce. Et ce mois-ci, il n'y aura pas d'initiative, mais par contre, je ferai une petite rétrospective de l'année 2017, vu que nous sommes au mois de décembre. Bref, que du bon comme d'habitude, et c'est parti, trêve de blabla, on y va. Comme toujours, on commence l'émission avec le diorameur du mois. Diorameur qui, cette fois, fait partie d'une team qui a un pseudo qui rappelle Senseiya, lui comme sa team, à savoir donc la Starel Team. Et là, je vais vous parler spécifiquement d'Aries Nomu. Aries Nomu est un décorateur qui, je trouve, a un point fort pas si fréquent dans le monde du diorama, c'est sa capacité d'adaptation. Comme vous voyez avec les photos, il a abordé de nombreuses licences, jeux vidéo ou alors Japanimation. Et à chaque fois, il a su s'imprégner des codes graphiques avec la sculpture et picturaux avec la couleur pour pouvoir ressortir les licences dans ce qu'elles ont de plus caractéristique. Quand vous prenez son travail, par exemple jeux vidéo, vous regardez les différentes choses qu'il a fait entre le Silent Hill, qui est quand même avec une ambiance très forte, très glauque, bien liée au jeu, avec celle de Tomb Raider, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus réaliste, comme le veut le jeu depuis son reboot. Quand vous prenez le Mario Kart par exemple, vous voyez qu'il y a une vraie différence de style, de travail, d'approche, de couleur, alors que c'est le même décorateur. Il a réalisé notamment, moi, un playset que j'adore, c'est ce bateau de Zelda Wind Waker, où le bateau a un côté, comme les vagues d'ailleurs, presque caricatural, très représentatif, très figuratif, et au final, il a un rendu très coloré également, et c'est l'opposé presque de ce qu'il a fait avec le Silent Hill. Or, c'est le même diorameur, et c'est la même maîtrise à chaque fois. Il en va de même pour son travail sur la Japanimation. D'ailleurs, c'est un des rares à avoir attaqué le thème de Sailor Moon. Et rappelez-vous, je vous en ai parlé le mois dernier lors de la capsule Con. D'ailleurs, désolé pour l'erreur de localisation le mois dernier. Mais rappelez-vous ce décor qu'il avait fait pour Bulma avec le travail sur la voiture. Les couleurs sont parfaitement proches de l'anime. Il y a un vrai travail qui est vraiment bluffant. Et vous reprenez directement son travail sur Sailor Moon, même sur Senseiya, et c'est autre chose. Et donc c'est sa vraie force, c'est qu'il a cette capacité d'adaptation, cette capacité à digérer les codes des différents univers et à les ressortir et à rester fidèle à ces codes-là, qui sont vraiment à part. C'est un diorameur qu'il faut donc suivre. J'espère que vous avez découvert et redécouvert ses travaux avec cette petite présentation. En plus, vous pouvez le rencontrer en convention, il a participé à la Japan Expo avec la Starel Team, et puis également avec les amis de Madès, je crois. Il a présenté donc ce décor lors de la capsule Con, même si c'était Ishin-sama, il fait des décors pour ça. Et puis il a une page Facebook, enfin voilà, c'est quelqu'un qui communique sur son travail, c'est quelqu'un que vous pouvez donc suivre et que vous devez suivre, et qui a vraiment cette particularité qui, moi, me rend particulièrement admiratif, parce que c'est loin d'être évident, et donc un énorme bravo à lui, c'est un excellent diorameur, et j'aime beaucoup son approche, donc n'hésitez pas, suivez-le et suivez la Starel Team. On aborde le point convention avec deux conventions qui sont déroulées dans l'ouest de la France, deux grandes villes, à savoir la première, la Art to Play de Nantes. Je ne vais pas revenir sur l'organisation qui a été décriée sur les réseaux sociaux à cause de la sévérité des services de sécurité par rapport notamment aux ustensiles liés au cosplay. Moi, personnellement, j'ai pu m'y rendre à cette convention. J'ai trouvé qu'il y avait déjà énormément de visiteurs. J'étais impressionné par le monde le samedi matin et les files d'attente dehors, c'était juste hallucinant. Et je peux comprendre le principe de précaution. Il faut évidemment travailler dessus. Ça a gâché la convention de pas mal de personnes et c'est dommage. Il y a vraiment un travail encore à faire là-dessus, peut-être en mettant un membre de l'organisation avec le service de sécurité. Mais au final, la convention proposait quand même de nombreux stands, de nombreuses activités, de nombreuses animations. Je pense que l'Art to Play doit clairement passer un cap supérieur, puisque finalement dans le nord-ouest de la France, il n'y a pas grand-chose en termes
de grosses conventions, et Nantes a cette capacité-là à pouvoir accueillir les fans, et donc à mon avis Nantes doit vraiment pouvoir aider la Hard to Play à passer un cap supérieur et à devenir une convention majeure. Maintenant, la Hard to Play a eu la sympathie d'inviter le Krusty Crew qui présentait un super stand. J'ai pu m'y rendre, j'ai pu être accueilli par l'équipe du Krusty, donc déjà un grand merci à eux pour leur sympathie et pour leur accueil. Et sur le stand, vous aviez déjà 4 membres sur les 7, car oui, ils ne sont plus 8, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos de Raki du Krusty. Stéphane a décidé d'arrêter sa participation au sein du collectif pour continuer à faire des dioramas, mais plutôt tout seul. Donc il y avait 4 membres sur les 7, à savoir Raki, Badass Workshop, Hit et Genzo. Au niveau du stand, le stand était quand même extrêmement fourni, aussi bien avec des décors liés aux jeux vidéo, des décors liés aux comics ou des décors liés au monde de la Japanimation et du manga. Là, énormément de travail, des décors qu'on avait déjà vus, d'autres qui avaient été présentés en convention également, d'autres uniquement sur les réseaux sociaux mais qui étaient pour une fois visibles. Vous aviez le fameux décor Dragon Ball qu'a fait Raki sur YouTube pour montrer comment ça se passait et qui était présent avec son fameux logo bien kitsch vu sur YouTube. Et voilà, il y avait un travail exceptionnel sur le jeu vidéo. Vous aviez notamment le travail de Badass Workshop avec son Mortal Kombat qui est juste mortel. Je sais, c'est un jeu de mots pourri, mais que voulez-vous, il faut bien l'assumer. Et vous aviez également un décor qu'il avait fait du temps de la capuce intime sur Metal Gear Solid avec Grey Fox. Et son décor dans les toilettes dont je ne connais pas la licence, mais bien dégueulasse, qui correspond bien à ce qu'il aime. Et j'ai pu discuter avec lui sur les techniques mises en place et sur le matériau utilisé. C'est un vrai petit bijou. Vous aviez également évidemment donc le travail de Raki, comme je vous le disais, avec ce diorama Namek, et également du diorama Deadpool. Deadpool qui avait également repris Badass Workshop sur une autre figurine. Vous aviez le travail de Hit qui présentait un superbe petit diorama sur Nico Robin et lorsqu'elle était enfant après le décès de sa mère, et sur cet univers qui est pour moi un chef-d'œuvre d'ambiance qui montre bien toute la difficulté de l'histoire du personnage de Nico Robin. Mais et puis vous aviez également ce petit playset sur Yamcha que moi j'adore et dont les couleurs sont juste fabuleuses, qui reprennent parfaitement l'anime. Et vous aviez pour moi le décor phare de cette convention, à savoir le travail de Genzo. Il a présenté du Senseiya qui était inconnu à mon sens, mais il a surtout présenté un décor des Tortues Ninja. Genzo s'est fait connaître dans le monde du diorama avec des égouts qu'il avait déjà fait pour nos 4 Tortues Ninja, qui est une licence qu'il affectionne particulièrement. Et là, il a décidé de faire un tablorama. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un tablorama c'est un diorama mais qui est mis dans un tableau en volume, qui peut donc être accroché au mur. Et il a fait donc un tablorama reprenant une couverture de comics. Et la couverture a cet aspect quasiment monochrome, très particulier, et il a travaillé là-dessus. Et l'ambiance du décor était juste géniale, légèrement de lumière au niveau du sol pour détacher le building en premier plan, ainsi que les buildings en arrière-plan qui faisaient le fond de la ville. Vous aviez un travail de sculpture extrêmement léché, extrêmement précis, un travail de peinture également précis, avec un léger voile sombre de façon à bien ambiancer le décor, à bien montrer que c'était la nuit, avec également le travail lié à la lumière sur de la carte plastique en transparence pour pouvoir faire ressortir le logo comme sur le comics. Présenter en plus le comics à côté du tablorama, c'était vraiment un petit chef-d'œuvre, vraiment un beau diorama qui montre que Genzo a encore pris du niveau et qu'il a totalement sa place au sein de la Krusty. Bref, très beau stand, riche, varié, avec des membres de la Krusty extrêmement disponibles, et ça fait toujours plaisir. Je pense que beaucoup de visiteurs ont beaucoup apprécié. Un stand où il fait toujours plaisir de se promener, très houblonné, comprenne qui pourra, et puis voilà, enfin quelque chose de très sympathique à l'esprit du Krusty, très ouvert, très accessible. Donc continuez à les suivre, essayez d'aller les voir en convention, ils ont vraiment fait du super boulot. Et puis quand on sait ce qui se prépare, ou même quand on ne sait pas d'ailleurs ce qui se prépare, c'est évident que les prochaines conventions vont être également très sympathiques. On continue le point convention en allant un petit peu plus au sud de la France avec le Toulouse Game Show. Le Toulouse Game Show qui commence à prendre beaucoup d'ampleur et qui voit de nombreuses activités.
et qui accueille des dioramas depuis longtemps. Et là, notamment, vous aviez deux stands à mettre en valeur. Le premier, les Amis de ma déesse, l'inénarrable association toujours présente dans les bons coups et qui présentait là le travail de 3 diorameurs notamment, avec Sepseya, que l'on connaît avec sa page Le Monde de Sepseya, et qui, si ma mémoire est bonne, participait à l'excellent site malheureusement fermé Toys Mag. Vous aviez Jax Dio, dont je vous ai parlé, qui est un jeune décorateur qui commence vraiment à sortir de belles choses, et Seiyan Pool Diorama, dont j'ai également parlé, qui lui n'a malheureusement pas pu assister à la convention, mais qui a participé à son organisation, et à qui on souhaite plein de bonnes choses pour la suite, et surtout prochainement. Au niveau des dioramas, on va commencer par Sepseya. C'est un décorateur qui tourne depuis quelques temps déjà, qui faisait partie de Forum. Je crois qu'il est dans l'organisation de la fameuse convention qui se situe en Dordogne, les grands enfants. Et voilà, c'est quelqu'un qui est un vrai amoureux du jouet ancien, et qui fait des dioramas notamment à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, il fait notamment des dioramas sur les vintage de Senseiya. Je trouve ça juste génial, c'est un vrai plaisir. Il a un rendu de couleur aussi très spécifique, très particulier à lui, qui mérite beaucoup d'être qu'on s'y attarde. C'est assez léché, c'est assez travaillé, beaucoup de nuances, donc voilà. Vous avez Jax Dio qui proposait également de nouveaux décors, notamment liés autour de Dragon Ball. Alors GT, c'est assez rare pour être signalé, même si j'aime pas du tout la série, enfin c'est rare d'avoir du GT. Et il y avait également un petit décor sur la machine à remonter le temps devant un bâtiment de la capsule Corp, bien défoncé tout. J'avoue que j'ai beaucoup aimé l'idée, le traitement également, donc voilà. Et puis vous aviez le travail également de Seiyan Pool, qui en plus sur son petit playset Iron Man avait repris la technique, enfin l'astuce du mois dernier de FSD, donc un grand merci à lui, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir et chaud au cœur, et qui présentait plein de petites nouveautés, et qui a eu la chance d'avoir un petit playset Dragon Ball qui est d'ailleurs excellent, dédicacé par Brigitte Lecordier, qui est donc une doubleuse dans Dragon Ball. Donc voilà, super petit stand. Comme toujours, les Amis de ma déesse proposent énormément de choses. C'est une association d'une richesse extrême. Suivez-les, ils sont présents dans beaucoup de conventions. C'est une vraie chance, avec beaucoup de créateurs différents, de diorameurs différents. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir un collectif comme ça qui regroupe énormément de monde. Et donc comme je vous le disais la dernière fois, ils s'ouvrent aussi au cosplay. Il y a d'autres petites choses, le custom aussi, avec certains de leurs membres. Donc voilà, continuez à les suivre, c'était un très beau travail. Autre stand, vous aviez un stand exceptionnel, celui de One Piece Passion avec le doc. J'en parlerai un petit peu plus dans la rétrospective, mais voilà, le stand était déjà gigantesque, je crois qu'il faisait près de 60 mètres carrés, donc vous aviez énormément de documents autour de One Piece, et comme toujours avec le doc, c'est vraiment un tout. Il y a vraiment cette idée de musée, en tout cas pour l'instant itinérant. J'espère qu'il aura la possibilité un jour de le fixer, en tout cas partiellement, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et il proposait donc des tabloramas et des dioramas issus autour de One Piece et qu'il mettait en valeur. Je trouve qu'une photo résume parfaitement l'idée de One Piece Passion, de ce musée. C'est celle où on voit un diorama de Hit qu'il avait proposé également à la Art to Play concernant Lucie, qui est en fait Sabo, en train de récupérer le fruit du démon, et avec toutes les œuvres de recherche derrière, liées à l'anime notamment. Et voilà, ça fait un tout. Ça propose le diorama, les œuvres de l'anime, et il y a vraiment un côté musée, une vraie exposition comme on en voit peu, et c'est un travail de fan. Le doc montre vraiment que les fans peuvent se réapproprier leur licence et faire quelque chose de nouveau, de créatif et d'extrêmement agréable pour le visiteur, avec une vraie notion de partage. C'est une exceptionnelle aventure. Je vous invite vraiment à continuer à suivre le doc. Et voilà, il proposait beaucoup de dioramas. Le petit diorama d'ailleurs de Jérôme sur l'échange des coupes de saké est un petit bijou, parce que c'est du SD avec les WCF, et c'est une échelle pas si facile, et la perspective donnée au décor, tout, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Et donc sur One Piece Passion, vous aviez Hit et Jérôme qui forment Stand Factory, et ces derniers proposaient également leur stand pour pouvoir les vendre. Je vous avais déjà parlé de leur initiative, mais donc voilà, ils sont aussi en convention.
C'est juste excellent. Donc voilà, c'est un vrai travail de fan, aussi bien pour One Piece Passion que pour ces diorameurs. Comme avec les amis de Madès dont j'ai fait part plus tôt, c'est une convention qui fait la part belle au diorama. Continuez comme ça, bravo à Toulouse et au Toulouse Game Show pour pouvoir proposer ça, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qui se préparent tant chez les amis de Madès que chez One Piece Passion, et donc voilà, profitez-en, vous avez du super boulot à voir. Le diorama du mois n'est pas une rêverie, même s'il est l'œuvre d'une licorne et nous amène dans One Piece. Forcément, vous avez tout de suite reconnu de qui il s'agissait. Il s'agit au niveau du décorateur de Pegasus Notchuck, membre du Krusty Crew. Et oui, le mois dernier, il a publié son décor au moment où je venais de terminer l'enregistrement, donc c'était évident que j'allais en parler ce mois-ci. La fameuse Sad Room qu'il a fait autour de One Piece. Un décor qui a fait péter les scores sur les réseaux sociaux, et c'est bien mérité. Déjà, un énorme merci à lui. Il a eu la gentillesse de faire tout le work in progress de son diorama sur le forum de Fenêtre sur Diorama. Oui, il existe encore, même s'il est vieux et s'il y a peu d'activité. Et donc, vous pouvez, si vous y allez, si vous vous inscrivez, retrouver l'intégralité du processus de création du diorama avec des photos au moment de chaque étape, le questionnement qu'il s'est fait, les choix qu'il prend, les raisons. C'est quelque chose, si vous vous lancez dans le monde du diorama, qui est juste génial, parce que c'est comme ça que vous allez progresser le plus. Vous allez voir réellement tout le processus qu'a eu un diorameur pour réaliser son travail. Le diorama en lui-même, un décor de frontal au niveau de l'exposition, mais qui est extrêmement dynamique, tout simplement parce qu'il a réussi à donc séparer le fond, les cuves de poison, de gaz. Il a réussi à les faire décoller suite à la coupe de l'eau, et cela donne un dynamisme fou, sachant qu'en plus il rajoute des lumières dans les cuves. On voit toute sa technique pour les remplir, etc. Et ça donne une dimension au décor, un dynamisme fou. En plus, avec les différentes couleurs qu'il a pu mettre, les bulles d'air qui ont été emprisonnées, ça la rajoute vraiment ce côté dynamique à la chose. Vous avez également tout le petit détaillage qu'il a fait sur la tranche, un vrai travail important, réfléchi avec des clins d'œil. Merci également pour le clin d'œil fait sur FSD sur la machine. Et voilà. Tout le processus est là, il y a une sculpture qui est juste dingue, aussi bien avec de la carte plastique, du polystyrène, etc. En termes de technique, il y a une maîtrise totale de chaque élément. Le décor est une pure tuerie. C'est quelque chose qui est vraiment un décor magique, vraiment un décor magnifique, sur un arc que je n'aime pas du tout dans One Piece, mais presque rien que le décor me donne envie de le relire. Et donc voilà, et puis c'est un décor en plus avec du custom au niveau de Vergo qu'il a customisé, etc., qui rajoute le dynamisme. Il est à position de la figurine coupée en deux, donc c'est un décor extrêmement complet. C'était évident que ce décor devait figurer dans ce choix du mois. Pegasus Notchuck est un super décorateur qu'on voit certes peu, mais si c'est pour qu'il nous sorte des tueries comme ça, moi je veux bien attendre. Sachez en plus que ce petit cachotier pense pouvoir faire les choses tout seul dans son coin, mais ce n'est pas possible, et qu'il a commencé son nouveau décor, et que justement le work in progress là est fait au pas à pas, vraiment en fonction de ses avancées, aussi sur le forum. Vous allez donc pouvoir connaître la licence, et il y a déjà pas mal de choses qu'il a avancé, et quand on sait ce qu'il veut faire, et quand on a vu ce qu'il a fait sur la Sad Room, je sens qu'on va le revoir sur un prochain diorama du mois, parce que ça annonce du très lourd. Un énorme bravo à lui, et c'est un excellent diorameur qui se fait certes trop rare, mais qui nous émerveille à chaque fois. En tout cas, moi je suis un vrai grand fan de son travail. Et d'ailleurs, on t'oublie pas hein, sur le Ken Pegasus, va vraiment falloir que tu le termines celui-là. L'astuce du mois est quelque chose d'assez primordial, je dirais presque, mais d'assez simple à réaliser. C'est quelque chose qui va vous servir à la conception de votre diorama, mais pas tellement au moment où vous allez réellement faire les choses. J'en avais déjà parlé lors du blog. Il s'agit en fait de la sous-couche. Vous avez ce qu'on appelle le gesso, qu'on sert donc à faire la sous-couche, qui sert à isoler le polystyrène éventuellement de différentes choses comme de l'eau, et qui permet d'avoir forcément une sous-couche qui va donc donner une meilleure accroche à la peinture. Par contre, il existe deux gessos, le noir qu'on connaît bien et le blanc. Et je pense que ceci peut avoir une certaine importance. Je me suis amusé à prendre une plaque de poli et à mettre du gesso noir
du gesso blanc et à faire un gesso gris, à mélanger les deux tout bêtement pour voir ce que ça donnait. Et donc comme vous allez le voir sur les photos, on peut constater que quand on applique de la peinture, quelque couleur qu'elle soit, elle ne va pas réagir pareil en fonction de la sous-couche. Évidemment, dit comme ça paraît logique, mais le blanc va permettre d'avoir une couleur plus lumineuse, le gris un peu plus neutre, et ça va forcément assombrir le tout quand vous aurez du gesso noir. L'astuce n'est pas compliquée, je suis d'accord, mais donc ça veut vraiment dire qu'il faut faire attention au gesso que vous allez appliquer sur votre décor. Certes, il n'y a aucune obligation, si vous avez envie de faire que du blanc, vous ferez que du blanc parce que vous avez peut-être que ça, ou du noir, mais vous avez la possibilité d'avoir les deux, de mélanger les deux et donc d'avoir des rendus différents, aussi bien des fois même pour une même couleur. Donc voilà, c'est une astuce assez simple, mais à mon avis importante dans la conception de votre diorama. Moi je sais que par exemple, toute la partie arbre, sol, j'aime bien mettre du gesso noir, mais éventuellement tout ce qui peut être mobilier et quoi que ce soit, si je veux faire quelque chose avec des matières, on va dire, plus synthétiques et qui sont pas forcément très naturelles, je vais plutôt partir sur du gesso blanc pour donner un peu de lumière. Par exemple, quand vous avez envie de faire une table en formica, ça peut être pas mal le gesso blanc. En même temps, je sais pas trop qui c'est qui va s'amuser à faire du formica sur un diorama. Mais bon, on sait jamais. Bref, voilà, l'astuce c'est pas compliqué. Je sais que ça décevra peut-être certains, mais bon, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas à penser à tout lors de la création de votre décor, lors de sa conception, même à la sous-couche, c'est important. Pas d'initiative ce mois-ci, mais une rétrospective. Petite chose que j'aime bien faire chaque année depuis le forum, le blog et tout ça. Donc je reprends ça pour la chaîne YouTube. L'idée n'est pas du tout de mettre les diorameurs en compétition, c'est complètement débile et crétin. Ça ne m'intéresse absolument pas. Mais voilà, j'ai envie de parler de ce qui moi m'a plu et de mettre en avant certains dioramas et diorameurs parce que je trouve qu'ils le méritent. Au niveau du diorama de l'année, il y en a un que je voudrais retenir. Il y avait beaucoup de monde qui pouvait prétendre à être dans ces coups de cœur, dans ce coup de cœur ultime, on va dire, que ce soit Hit avec le Nico Robin, Pegasus Notchuck avec la Sad Room, Ragnarok avec son Asgard gigantesque, Aries avec son décor Dragon Ball, enfin j'en passe, je pourrais durer des heures comme ça. Mais celui qui m'a le plus plu est la maison de Link de Zelda, fait par Stéphane. Le décor a tout, c'est très simple, il a tout. Pour moi, il y a rien à redire. Le diorama en mise en espace, c'est un chef-d'œuvre. Il y a une notion de plein et de vide qui est liée donc à l'utilisation de murs qui sont ensuite qui disparaissent pour pouvoir faire rentrer dans la maison, tout comme le toit. C'est magnifiquement fait, en plus ça rappelle presque un peu les pixels d'un jeu vidéo, donc ça ambiance le décor d'une manière folle. En termes de sculpture, tout est travaillé comme c'est toujours le cas avec Stéphane. C'est très propre, très léché, avec un univers très proche de la figurine. Bref, voilà. Et puis, en termes de couleurs, Stéphane pense énormément à ses couleurs. Il a peut-être dû travailler 4 ans là-dessus, j'imagine, comme à chaque fois. Mais j'exagère peut-être un peu, allez, 3 ans. Et donc voilà, non, c'est très coloré, ça colle parfaitement à l'univers, ça met en valeur la figurine, ça met en valeur plein de choses. L'ambiance du décor est juste fabuleuse. Pour moi, c'est le diorama de l'année. Celui qui m'a fait le plus décrocher la mâchoire. J'espère que vous l'avez découvert ici ou redécouvert. Et surtout, si vous avez vous aussi un décor qui vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, si possible sur la page Facebook pour rajouter une photo, histoire que je le vois. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues et c'est toujours intéressant. Donc voilà, un grand bravo à Stéphane pour son boulot. Autre élément que j'aime bien faire, c'est une révélation de l'année. Il y a beaucoup de diorameurs qui se lancent, qui progressent chaque annie, et il y en a certains qui, pour moi, sortent un petit peu du lot. Cette année, il y a eu énormément de monde, que ce soit les frères Vist, Minus et Cortex, Jacques Stio, Diorama Senpai, j'en passe, et des meilleurs. Certains dont j'oublie le nom. Vous avez eu donc De Création aussi récemment qui a rejoint la Star Hill Team. Vous avez eu DC Diorama, vous avez eu Tezo Diorama, Teluma Diorama. Enfin, il y en a plein maintenant qui se sont lancés, qui ont leur page, qu'on peut suivre, et donc ça c'est top. Et celui sur qui j'ai envie vraiment de mettre un coup de lumière, c'est Seiyan Pool Diorama. J'en ai déjà parlé souvent dans ce blog. C'est quelqu'un de très actif et c'est surtout quelqu'un qui, pour moi, a progressé de
kit en kit, enfin de set en set, de playset en playset, de diorama en diorama. Il a à chaque fois progressé, aussi bien en termes de technique qu'en termes de rendu. Il a vraiment fait un super boulot. J'adore. Je l'avais remarqué en fait déjà sur son diorama avec Naruto, One Piece et Dragon Ball autour d'un poisson qui se partageait le déjeuner et cet univers shonen. Je m'étais dit qu'il y avait quelque chose et après, à chaque diorama qu'il a fait, on a vu qu'il avait progressé. Je note évidemment celui sur le bateau du Southern Sunny qu'il avait fait, qui avait été diorama du mois lors de la première émission. Il y a évidemment ce petit socle qu'il a fait récemment de Dragon Ball et la moto de Bulma, il y a celui sur Iron Man, il y a son travail avec Ishin Sama qu'il a fait en partenariat, un en travail de sculpture, l'autre en travail de peinture. Et voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur maintenant les expos, qui essaie de faire beaucoup de choses. Donc un grand bravo à lui. Pour moi, c'est clairement celui qui, en tout cas au niveau de sa progression, m'a le plus impressionné. Et donc c'est quelqu'un que je voulais mettre en avant dans cette petite rétrospective. Rétrospective au niveau des conventions également. L'année 2017 a été très riche. Quasiment plus une convention se fait sans avoir un stand de diorama, de diorameur, que ce soit la Japan Expo ou si là il n'y avait pas de stand cette année directement de diorameur, vous aviez des boutiques comme Shiribi Akihabara, Shinsekai qui proposaient des travaux, de la Crossy Crew et de la Star Hill Team. Vous avez évidemment la Medinasia qui est, je crois, la convention qui en propose le plus, la Art to Play, enfin bref. Partout en France, maintenant, une convention va vous présenter des dioramas. Je l'ai encore vu à la Art to Play, des gens qui veulent créer des conventions ou qui sont en train d'en créer, viennent voir les gens lors de la Krusty, puisque c'est eux qui étaient là, en leur proposant de participer, en les invitant pour une convention. Donc c'est quelque chose de super intéressant et donc c'est un vrai bonheur en tant que diorameur de voir que de plus en plus de dioramas sont présentés, de plus en plus de diorameurs sont présents, font du travail pour les conventions, se déplacent et vont à la rencontre des visiteurs. Et par rapport à toutes ces conventions, s'il y a quelqu'un pour lequel je voudrais évidemment saluer le travail, c'est pas un diorameur, non, c'est un YouTuber, c'est le Dog de One Piece et One Piece Passion. C'est quelqu'un, je voulais évidemment saluer son travail, déjà parce que c'est un fan qui fait un travail remarquable. Il a su fédérer autour de lui de nombreux talents, que ce soit des graphistes, photographes, que vous aviez des diorameurs. Bref, il y a énormément de monde qui travaille avec lui et qui participe aux conventions et ils sont arrivés à avoir... Quand on parle de musée, ça peut faire sourire au départ en se disant oh, c'est que de la pop culture, c'est One Piece, enfin ça va, faut redescendre de son nuage. Non, il a constitué un vrai musée, itinérant pour l'instant, avec des déplacements en convention. J'espère que même un jour qu'il aura un musée en dur, parce qu'il doit avoir tellement de choses que tout voir ensemble, ça doit être génial. Mais il fait un travail remarquable. Il mérite que vous le suiviez aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Ceux qui peuvent donner lui via Tipeee quelque chose, c'est quelque chose qui va lui permettre de continuer à en faire, certes son métier, mais c'est un fan, c'est un passionné. Et Dieu sait que ça se ressent. Le travail qu'il propose est juste exceptionnel. Les fans s'approprient les licences qu'ils aiment et lui, il a fait plus que se l'approprier. Il en a fait une vraie aventure, une aventure humaine entre fans, à la rencontre des fans, pour les fans. Et c'est un énorme coup de chapeau au doc. J'en parle souvent, mais je suis extrêmement admiratif de son travail. J'ai toujours pensé que les fans devaient avoir plus d'impact au niveau de leur licence, et c'est totalement ce qu'il fait. C'est un vrai plaisir d'assister à ça, et je ne peux que vous inviter à le suivre et à le soutenir. On termine cette rétrospective avec Fenêtre sur Diorama, qui était donc au départ un blog qui s'était enrichi d'un forum. Le blog est quasiment mort pour ce que c'est maintenant. Le forum survit grâce à Pegasus Notchuck et donc voilà au niveau de ses work in progress. Mais voilà, j'ai relancé une deuxième page Facebook. J'en avais une il y a quelques années que j'avais supprimée. La page suit sa vie, je suis plutôt très surpris et très content des retours que j'ai, et notamment au niveau de la chaîne YouTube, ça a l'air de plaire. Je suis pas là à faire la course aux abonnés, ni à faire la course aux vues. J'espère que vous trouvez votre bonheur là-dessus. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Contactez-moi, que ce soit sur Facebook ou via le forum. Vous avez également le forum de Fenêtre sur Diorama. Vous avez la possibilité de me joindre, et même sur le blog qui est toujours disponible en ligne, vous avez mon adresse mail.
Je suis toujours ouvert à découvrir des choses. Je serai toujours celui qui décidera de ce que je mets dans la chaîne et sur la page. Ça, c'est vraiment quelque chose, je veux garder cette indépendance-là. C'est pas pour emmerder le monde, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Mais voilà, je suis très surpris et très agréablement surpris des retours que vous m'avez fait. Donc un grand merci à vous. Je suis à l'heure actuelle à 300 vues à peu près à vidéo et 75 abonnés. Ce qui dans le monde de YouTube est ridicule, mais ce qui est pour moi est une surprise totale. Je ne pensais pas du tout que le diorama pouvait plaire à autant de monde et aussi à autant de monde que je ne connaissais pas, parce qu'il est évident que je présente les diorameurs que j'ai appris à connaître sur ces 15 dernières années. Mais voilà, je suis très heureux de ce qui se passe et je tenais sincèrement à vous remercier. Je ne m'y attendais pas et c'est un vrai plaisir. Donc voilà. J'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. Rassurez-vous, il n'y en aura qu'une par année, hein. On va éviter quand même de pousser mémé dans les orties, surtout quand elle est en short. Et donc voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu, que cette année se sera bien déroulée en ma compagnie en tout cas, et que cette émission se sera passée comme les précédentes. Désolé si la voix n'était pas toujours présente et si j'ai les yeux un peu explosés. Voilà, je sais pas encore si je pourrais faire une émission en janvier, puisque j'ai des obligations professionnelles qui me donnent assez peu de temps, donc je ne sais pas encore. Suivez la page Facebook, il y aura plus d'infos à ce niveau-là. De toute façon, je continue à suivre les travaux de chacun et à suivre évidemment ce qui va se faire en convention. Je vais essayer de me rendre un peu plus en convention en 2018 pour pouvoir évidemment faire des photos. J'ai vu que ça avait bien plu sur la Art to Play, donc je vais essayer d'accentuer là-dessus et continuer les vidéos au rythme d'une par mois. Je pense que c'est le rythme qui convient. Encore une fois, merci à tous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de votre famille, de vos amis. Faites-vous plein de cadeaux et j'espère que vous en aurez beaucoup. Surtout beaucoup de figurines pour pouvoir vraiment les mettre en valeur et éventuellement du matos pour faire des dioramas. Vous coupez pas les doigts, c'est vachement pratique pour en faire. Allez, salut à tous et à l'année prochaine.